Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Lambert. Guillaume, bonjour. Salut Benoît. On a un représentant de la sphère parmi nous. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Yes, écoute, Guillaume Lambert, je suis développeur freelance depuis 5 ans maintenant, principalement dans l'écosystème parisien, start-up et petits clients de ce style-là. Que dire de plus? J'aspire à une aventure entrepreneuriale assez riche et j'essaye pas mal de choses. C'est ma philosophie d'essayer de me mettre un petit peu en danger et de tenter des trucs pour voir ce qui se passe derrière. Et on va pas mal en parler dans cet épisode parce que tu me fais délirer à chaque fois. Je veux bien que tu nous parles un petit peu de ton activité de freelance, le socle en fait de ton activité, ton business, de ton chiffre d'affaires. C'est quoi le modèle en fait aujourd'hui? Le modèle, c'est un petit peu basé sur le freelance à la régie. Donc je dépends vraiment à chaque fois d'un client chez qui je reste le moins de temps possible, justement pour pas tomber dans le piège de la régie à long terme. Ce qui me permet de varier un petit peu les opportunités, les missions et d'élargir aussi mon réseau. C'est quoi pas trop longtemps? C'est quelques mois, 1 an, 2 ans? Le minimum que je fais, c'est 3 mois. Tu sais, souvent, c'est des bons de commande de 3 mois renouvelables. Et au bout des 3 mois, je prends la porte de sortie. Mais en moyenne, je pense que je reste à peu près 8 mois, 8 à 9 mois. Donc 3 fois. Ouais, ce qui est déjà assez court en fait sur des missions de ce type. Honnêtement, ouais, c'est assez cool. Mais je me positionne souvent en renfort d'équipe sur des sujets très précis pour tacler des choses. J'interviens souvent dans des startups ou des entreprises où tu as des sujets qui sont un peu sclérosés. Il y a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière et j'arrive avec ma posture plutôt dynamique, avec un regard frais aussi pour aider les équipes à bouger ces sujets-là. Ouais. Ce qui est plutôt apprécié d'ailleurs souvent. Donc ça, c'est ton activité de freelance plutôt à la régie. Et Ouais. tu as eu envie d'essayer d'autres trucs. Pourquoi? Exactement. Pourquoi en vrai, j'ai envie de te dire Pour pourquoi l'argent. Ouais. Pour l'argent, ouais, c'est vrai que c'est cool. Après, ma philosophie, c'était plutôt de me sentir libre par rapport à ça, de pas forcément dépendre de cette unique activité parce qu'elle n'est pas forcément pérenne sur le très long terme. Si demain j'arrête de travailler, j'ai pas d'argent qui rentre. En plus, je suis plutôt cigale que fourmi, ou l'inverse, je sais plus. Si, C'est tu claques. Ouais, je claque à fond, ouais. Mais donc c'est ça qui m'a donné envie, le côté un peu décorréler mon temps de travail de mes revenus, essayer d'avoir du revenu passif. Passif, c'est un truc un peu mythique, mais il faut quand même se bouger pour avoir un revenu minimum. Et c'est vraiment ça qui a motivé cette envie d'entreprendre. Et puis en fait, en rentrant dans le truc, je me suis vraiment pris au jeu. Là, ça devient un pur kiff, en fait. Donc, C'est bon ça. Ouais. Et justement alors, tu es déjà venu sur le podcast. Donc Yes. les auditeurs, si tu regardes cette vidéo ou si tu m'entends, je t'invite à aller écouter l'épisode qu'on te mettra en description sur Guillaume, où tu nous parlais d'une première expérimentation que tu avais faite. Et là, tu me disais que tu avais pu en faire un espèce de bilan de cette expérience. Est-ce que tu peux remettre un petit peu de contexte, nous redécrire rapidement ce que c'était, et puis surtout, qu'est-ce que tu en as retiré? Ok, ouais, c'est un truc assez simple dans l'idée, mais j'avais lu, alors j'ai plus les noms, les sources, etc., mais j'avais vu un designer proposer ses prestats en illimité pour un montant fixe par mois, en fait, à tous ses clients. J'ai trouvé ça génial. Je crois qu'on en avait en plus discuté ensemble dans le cadre du cercle, avec d'autres membres. J'ai eu envie de l'expérimenter et je savais pas trop par quel bout attaquer. Et là, coup de chance, j'ai un client qui m'appelle, qui me dit écoute, je suis embêté avec une ESN qui me prend trop cher. Est-ce qu'on peut faire du biz ensemble? Et là, je me suis dit waouh, truc de fou quoi. C'est maintenant que ça arrive, je peux lui proposer ça. Donc, je lui ai proposé 2 offres avec des demandes illimitées. Une offre à 3 000 € par mois, une offre à 6 000 avec des garanties un peu plus premium, on va dire, plus qualitatives. Le client a choisi la propale à 3 000. Et puis Banco, c'était parti. Donc, C'était quoi le cœur du truc? Si je me souviens bien, c'était une question de maintenance. En fait, il n'avait pas besoin que tu développes des nouvelles features. exactement. Il avait besoin que son application soit en maintenance opérationnelle, en fait. C'est ça, il était plus dans la recherche de vraiment une assurance tranquillité. Son site générait pas mal de revenus, c'était un truc d'e-commerce assez niché. Mais le site étant complètement buggé, il y avait un grand risque que parfois la prod tombe parce que sa database n'était pas scalable. Enfin, il y avait pas mal d'aspects techniques assez bloquants pour lui. Donc, ce que je lui proposais, moi, c'était de lui vendre vraiment une intervention en moins de 8 heures avec une astreinte la nuit, etc. J'ai eu de la chance, c'est jamais arrivé. Donc, j'ai littéralement travaillé à peu près 10 heures pour ce client pendant 10 mois. Ce qui est plutôt cool en termes de TJM, si on réfléchit comme ça. Ouais, parce que si tu vends 3 000 par mois, ça fait un TJ sympa. Ouais, c'est cool, ouais. Mais ce qui est, tu vois, là, ce qui est ouf, ce que je trouve génial, c'est que
Là, on est dans l'exemple typique de la décorrélation. Ouais. On pourrait dire, oh, mais c'est un scandale, il a arnaqué son client. Ben non, en fait, parce que lui, la valeur qu'il avait, c'était il veut dormir tranquille la nuit, en fait. Son business qui rapporte de l'argent, quand il tombe, je crois qu'il y a eu des incidents. Ouais, il y a eu quelques incidents quand même, mais c'était des trucs très mineurs. Mais la prod était bloquée, même si c'était mineur. La prod n'était pas vraiment bloquée, mais disons que ça avait un impact direct sur son chiffre d'affaires qu'il ne pouvait pas quantifier, mais qui était assez significatif au point qu'il ait besoin de quelqu'un qui soit disponible. Donc en fait, son ROI, il l'a eu, en fait, le client. Bah, totalement, ouais, il l'a eu. Et surtout, il passait par une ESN qui lui facturait dans les 120, 150K à l'année. Je lui ai fait économiser 60% de son chiffre d'affaires. Enfin, de cette prestation. Ouais. Exactement, ouais. Lui, ça lui a coûté 30 000 sur 10 mois. Ouais, donc même un peu plus que 60%, on est sur un ratio assez intéressant pour lui. Et quel bilan tu tires de cette expérience ? Bah écoute, c'est le principal enseignement que j'en tire, c'est vraiment le oser. C'est quand même un truc où j'ai été en taxi dans une zone industrielle complètement perdue au fin fond de la campagne parisienne, avec juste... moi et ma tchatch, tu vois, un peu comme ça, mais au culot, j'avais jamais fait ça de ma vie, je suis pas du tout commercial, j'ai pas de formation, moi je suis dev, j'aime bien la tech, les trucs comme ça. Et en fait, j'ai juste osé le faire, j'y étais avec un aplomb, j'ai soufflé un bon coup avant de frapper chez le client, et puis après j'ai déroulé, quoi. Donc c'est vraiment le truc d'oser faire les choses, de vraiment passer à l'action et pas juste rester dans le fantasme de dire ah oui mais s'il me dit ça qu'est-ce que je fais machin. Non, en fait tu verras ce qui se passe et je me nourris beaucoup de ce truc là, le feedback en temps réel. Et ouais, je dirais que c'est le principal enseignement que j'en tire aujourd'hui. Première expérience qu'on peut dire plutôt réussir. Ouais, totalement. Très content, assez fier, même si c'est honnêtement un énorme coup de bol. Il fallait quand même placer ses pions sur l'échiquier au bon moment. Et saisir l'opportunité, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Parce que depuis, tu l'as pas refait. Je l'ai pas refait, non. Tu n'as pas fait une offre packagée, quoi. J'y ai longtemps réfléchi. Pour l'instant, c'est un peu dans les cartons en side project, mais très, très, très passif. Je me suis concentré sur d'autres trucs dont on parlera sûrement après. Mais là, la volonté, ouais, c'est vraiment de relancer ce truc-là parce qu'il y a. Quand tu regardes le bilan financier, c'est quand même un peu intéressant, quoi. D'un point de vue purement financier, ouais, c'est un truc de fou. Et même d'un point de vue aventure entrepreneuriale, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même et sur justement un monde que je connais pas. Donc maintenant, j'ai quelques petits trucs à tacler, quelques problématiques un peu techniques. Comment je vais aller récupérer des fichiers de clients qui passent par des ESN pour essayer de les court-circuiter. Voilà, je ferai pas beaucoup de mal à ces gens-là, mais j'aimerais bien leur faire un peu de mal quand même et leur prendre une part de leur bise. Voilà. Tu as une autre expérience que tu as menée. Tu as essayé de monter une communauté. Ouais. Est-ce que tu peux en parler de ça ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ben, ça, c'est parti d'un truc assez bête finalement, le challenge de poster des choses sur LinkedIn pour voir ce que ça donne. Je marche beaucoup comme ça, tu sais, essayer des choses un peu bêtes pour voir ce que ça donne. Et puis, pourquoi un peu bête ? Un peu bête parce que tu te dis pas derrière qu'il y a une idée, il n'y a pas de stratégie, c'est vraiment on y va et on voit ce qui se passe. C'est dans ce sens-là bête. Tu es plutôt un peu du genre fonceur, on fait d'abord, on réfléchit après. Exactement, ouais. Et on en tire les conséquences, on se nourrit du feedback que ça procure et puis on itère, quoi. C'est vraiment l'extrême programming poussé à l'entrepreneuriat. Mais ouais, j'ai commencé à publier sur LinkedIn et je me suis dit, tiens, il y a des gens qui m'intéressent, c'est les développeurs juniors qui sont issus de reconversion pour la plupart. Avec ce nouveau business des écoles qui se sont montées dans tous les sens, des bootcamps, t'as une armée de devs juniors à disposition, mais ils trouvent pas de boulot. Et donc j'ai commencé à les interviewer, je proposais ça sous forme de coaching d'1 heure. Et grosso modo, t'avais 30 minutes de coaching, alors avec des grandes guillemets, j'ai pas de certification, j'ai pas de diplôme, mais c'était plus pour appâter finalement. Et en retour, je faisais 30 minutes d'entretien avec un template de questions que je m'étais préparé pour comprendre un petit peu quelles sont les problématiques de ces personnes et comment je pourrais éventuellement les aider, peut-être monter une offre, enfin voilà. Donc là, une démarche vraiment exploratoire de product discovery, j'ai un segment de marché qui est les développeurs reconvertis. Ouais. Ils ont un problème, ils ne trouvent pas de taf. J'explore le marché pour voir si je trouve un truc à faire, quoi. Ouais, exactement. C'était la démarche. Elle est venue un petit peu en infusion douce petit à petit avant que je comprenne ce que j'étais en train de faire. Parce que pareil, j'avais jamais fait ça, donc j'y allais à tâtons et puis finalement, je me suis prêté au jeu. J'ai dû faire un truc comme 350 interviews. Mais non. Ouais, je passais mes journées à faire ça. Et qu'est-ce que tu en tires de tout ça, alors ? J'en ai tiré pas mal de conscientisation des problématiques de ces personnes-là. Et en fait, il y a un truc qui revenait souvent, c'est on se sent seul.
On se sent seul, on se sent mal accompagné. Et je me dis, bah ok, la réponse à ça, c'est une communauté. Donc j'ai réfléchi à un outil, j'ai un peu relancé des gens que j'avais interviewés pour les sonder et savoir est-ce qu'il y a un outil que vous préférez, un Slack, un Discord, un forum, peu importe. Discord est souvent revenu. Moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout et j'ai appris du coup à mettre une commu en place via Discord. Et en fait, le truc a pris un truc de fou, je m'y attendais pas. On est passé de 0 à peu près 1500 membres en l'espace de 6 mois. Juste en ayant en acquisition mes posts LinkedIn en fait, où j'essayais de faire un peu de pub pour le Discord. Mais vraiment la com était très j'ai raté parce que j'ai noté un truc en même temps. C'est de 0 à de 0 à 1500. Ah ouais. En 6 mois. Ouais. Ce qui était, après, pour une commune gratuite, l'idée aussi derrière ça, c'était moi d'essayer de vendre quelque chose, de proposer une offre, certes gratuite, mais c'était un challenge de malade pour moi de vendre quelque chose, qu'il soit gratuit ou non, mais de proposer justement cette commune. Et à l'intérieur de cette commune, différents formats. J'organisais des événements, des coachings individuels, en groupe, ce genre de trucs. Donc c'était un peu un petit laboratoire pour moi sur l'aspect comment on crée une offre, comment on la monétise, comment on anime une communauté aussi. Voilà, vraiment me mettre en danger à tous les niveaux pour Qu'est-ce que tu as essayé en termes de produits là-dedans? Qu'est-ce que tu as essayé de vendre? J'ai essayé de vendre du coaching vraiment personnalisé, intensif. C'était grosso modo un programme de 3 mois. Avec pas mal de code, du peer programming, de la code review, des faux entretiens aussi filmés que j'envoyais ensuite aux candidats, enfin en tout cas aux coachés, pour qu'ils puissent se rendre compte un peu de sa posture, de ses éléments de langage, etc. Donc ça, je l'ai lancé, j'ai dû accompagner 30 personnes comme ça de façon gratuite. Et le deal, c'était effectivement après d'avoir un petit témoignage, histoire de nourrir un peu mon catalogue de témoignages clients finalement. Et ça, t'as réussi à en vendre pour de vrai après? J'ai réussi à en vendre, mais j'ai jamais été plus loin que ça. En fait, j'en ai vendu, j'ai des gens qui m'ont payé pour ça, que j'ai remboursé parce que en fait, je me suis dit ce truc-là, j'ai pas envie d'aller plus loin là-dedans. Je me sentais, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur à un moment. Tu t'es pas senti légitime pour le faire? Je me suis pas senti légitime et je pense que c'était une connerie avec le recul parce que je suis tout à fait légitime pour accompagner ces gens-là. Étant moi-même issu de reconversion, j'ai un parcours assez cool, je trouve. Je dirais pas atypique parce que tous les parcours sont atypiques, mais ouais, j'ai réussi à m'en sortir et je pense pas être plus intelligent que les autres, quoi. Donc je pense être légitime pour les aider, mais c'était plus sur l'aspect technologique. J'ai adressé vraiment tous les langages, tous les secteurs, tous les corps de métier dans le dev, front, back, full stack, etc. Ouais, parce que tu vendais de la tech aussi à l'intérieur. Ouais, il y avait, c'était 50% de tech, et puis après tu dois avoir un peu de com, du marketing, formation sur les réseaux, comment on se vend, comment on parle aussi à ses clients, comment on passe des entretiens techniques avec brio, comment on va chercher aussi plus loin qu'un entretien en envoyant un petit mail de retour. Enfin voilà, tu vois, des trucs assez basiques, mais qui marchaient bien. Mais sur l'aspect technique, vraiment, je me suis bloqué en me disant je peux pas tout vendre, quoi. Tu vois, je sais pas faire de Go, de Rust et tout. J'ai des mecs qui commencent à partir dans des trucs de fou avec du Python. Et qu'est-ce qui fait que t'es pas allé chercher des compétences? Parce que quand tu commences à avoir du revenu, ça peut devenir un bise, en fait. C'est exactement, ouais, clairement. Mais si tu veux, j'en étais vraiment à ce questionnement-là quand j'ai décidé d'arrêter. C'était de me dire, ok, je peux cibler sur moi ce que je maîtrise techniquement, des langages où je suis plutôt à l'aise, etc., avec une expertise. Ça, je peux le monétiser et j'aurai une petite portion de ma niche utilisateur qui sera dispo et qui sera ok pour accepter l'offre. Mais finalement, j'ai recalculé ensuite mes ambitions derrière avec mes projections financières, le temps que ça me prenait versus ce que ça me rapportait à la fin du mois sur le compte en banque. C'était clairement pas scalable ni bankable. Genre, parce que tu vendais ça combien? La formation, c'était 600 € pour 3 mois. Je dis ça, il y a peut-être un prérequis avant, c'est de préciser que c'est une cible qui a pas forcément beaucoup d'argent. Il y a du très jeune, il y a du trentenaire, quarantenaire qui est un peu de ce côté, mais bon, c'est des gens qui ont des jobs alimentaires à côté, qui sont caissiers, qui sont pompistes, enfin voilà, il y a un peu de tout. En tout cas, il n'y a pas vraiment de revenus et j'ai pas réussi à trouver le moyen, tu vois, même de proposer une formation où tu me payes une fois que tu as ton premier CDI, 3 mois après. T'as validé la période d'essai, là tu peux me verser. Parce que 600 € par mois, ça fait 50 balles par semaine, quoi. Et c'est pas grand chose, honnêtement, vu le temps que j'y passais, vu l'énergie que j'y dépensais, la valeur ajoutée pour le coacher, c'était quand même pas hyper rentable pour moi.
Mais l'idée, c'était pas non plus de les assassiner sur le prix. Il y avait un espèce de deal de... C'est rigolo, là, sur ce coup-là, t'as pas trouvé le modèle. Non. T'as pas craqué le modèle pour que l'activité soit viable, quoi. Non, clairement. Et je pense que j'aurais pu continuer d'explorer, mais je suis aussi arrivé à un moment où ça faisait un peu plus de 18 mois que j'étais dans ce truc-là. Ça commençait un peu à me bouffer le moral. J'ai passé du temps, je trouvais pas de porte de sortie. J'ai pas aussi su demander de l'aide autour de moi. J'ai voulu vraiment rester solo dans mon truc. Et je pense que c'est ça qui a été une des grosses erreurs que j'ai faites, c'est de pas me dire ok, souffle un coup, prends du recul, regarde la big picture et essaie de voir s'il n'y a pas un moyen de s'en sortir autrement. Il y avait forcément des choses à faire. J'ai décidé d'arrêter. Après, c'est pas pour ça que j'y reviendrai pas un jour ou l'autre, mais... Ouais, non, mais cette idée d'énergie, elle est vachement importante. Ouais. Si à un moment donné, sur un projet, tu t'es cramé, ben, ça devient difficile de nourrir. Moi, je sais que sur Artisan Développeur, très vite, j'avais cette conscience de me dire, si je veux que le podcast dure longtemps, il faut qu'il y ait un rationnel économique derrière, en fait. Ouais, totalement. Il faut que le temps que j'y passe soit valorisable d'une manière ou d'une autre, en fait. Parce que sinon, en fait, si c'est juste sur la bonne volonté et l'envie, tu finis par t'épuiser. Tu finis par t'essouffler, quoi. C'est un marathon qui dure trop longtemps et chacun a ses propres limites, c'est vrai. Après, j'en retirais beaucoup de valeurs humaines, hein. L'aventure était très cool. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur l'humain en général, sur pas mal de choses. Mais ouais, trop d'énergie dépensée. Donc à un moment, il faut savoir dire stop aussi. Et ça, c'est fort, ça. Ouais. Ça, c'est... Comment tu rationalises ou comment tu prends ta décision de dire là, j'arrête, surtout avec ce biais d'engagement, que plus tu as investi sur un projet, plus c'est dur d'en sortir. Qu'est-ce qui est le déclencheur qui te fait dire à un moment donné, mais mec, il faut que tu arrêtes ce truc, en fait? Je pense que c'est la petite prise de recul qui est nécessaire, je pense, à tous les entrepreneurs et tous les gens qui tentent des choses de manière globale. C'est de regarder vraiment l'image et de me dire, en fait, mec, ce truc-là me ressemble plus. C'est devenu un truc un peu incontrôlable, j'en suis assez fier parce que c'était... voilà, il y a des gens qui se sont rencontrés, il y a des gens qui ont trouvé des jobs, il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était pas leur vocation d'être développeur ou développeuse. Et le bilan était ultra positif en termes humains, mais je me suis dit, regarde ton compte en banque, en fait. J'ai investi pas mal de thunes. J'ai investi un peu d'argent aussi dans des solutions pour essayer des choses, pour monétiser. Enfin voilà, j'ai tenté pas mal d'approches. Et en fait, mon bilan était négatif. Et c'est ça qui m'a motivé aussi, c'est de me dire, ok, là, j'arrête les frais. J'ai plus la passion du truc, j'ai dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour finalement aucun retour financier, chose qui était quand même l'objectif initial. Et puis voilà, savoir dire aussi, j'ai énormément appris. Tout ce que j'ai fait dans ce mini laboratoire communautaire, c'est des trucs qui me resserviront, mais ça c'est un truc un truc ou deux que tu pourrais partager qui te paraît évident de ce que tu en retires. Ma manière de communiquer. Je me suis rendu compte que j'avais un aspect... je suis un animal social, hein, comme tout être humain, mais j'ai une capacité vraiment à pouvoir parler à n'importe qui de n'importe quoi. Je pense que ça, c'est un truc dont j'étais pas conscient, que j'ai pu conscientiser au fur et à mesure, et j'étais hyper à l'aise avec les gens. Les gens me partageaient des trucs ultra intimes dans leur vie, et je me disais, ouais, attends, on est dans un séance de psy, on va rester dans le cadre de la commu. Mais ouais, ça, c'est le truc numéro 1 que je retire. Et puis après, tout ce qui va être un petit peu les ficelles pour vendre, en fait. Comment tu communiques sur ton offre, comment tu la mets en avant, comment tu essaies de montrer du doigt une problématique pour pour conscientiser à ton prospect qu'il en a une alors qu'il est même pas encore au courant. Ouais, c'est les deux principaux skills que je garde de ce truc-là. Ouais. Après, t'en as un tas d'autres, hein. Prospection automatisée, LinkedIn, machin. Enfin voilà, j'ai exploré pas mal. On peut parler maintenant de ta troisième initiative où tu t'es lancé dans l'apport d'affaires. Le mec fait 10 000 trucs, il est inarrêtable. Ouais, pas tout en même temps, je crois que tout ça s'étale sur du temps quand même. Ouais, alors l'apport d'affaires, je le fais en parallèle de tout parce que ça me prend vraiment très peu de temps. Mais sinon, oui, j'essaie quand même de me focus sur un projet à la fois pour pas partir dans tous les sens. Et je pense que c'est le secret d'ailleurs pour réussir à entreprendre. Moi, ce que j'ai adoré dans ta manière de nous le raconter quand on était à la convention, c'est que tu prends sur toi de t'intéresser au sujet. Tu achètes une formation auprès d'un gars, 1200 €. Ouais. Tu nous as fait mourir de rire en disant, le mec, il a passé 12 minutes, ça fait 100 € de la minute. C'est quand même assez badass en termes de... Ouais. Alors, on pourrait dire, quel pigeon, c'est ridicule. Ouais, tous mes potes m'ont dit ça. Et pourtant...
Et pourtant, aujourd'hui, en fait, je rembourse la formation tous les mois, quoi. 100% de ROI tous les mois, quoi. C'est plutôt cool, en vrai. Tu dis ça à n'importe quel comptable, il sera content. et je t'avoue que le en mien termes est de assez produits content. d'investissement, c'est dur de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu t'intéresses à ça, à l'apport d'affaires, Ouais. et puis quel est le raisonnement intellectuel qui te fait dire, mec, vas-y, je mets 1200 euros, je sais pas trop où je vais, je mets 1200 euros pour voir, en fait. On est quasiment sur une partie de poker où Ah ouais, tu mets de l'argent pour voir, parce que tu savais pas que ça allait te apporter tout ça. Aucune idée du truc. Et donc tu mets 1200 balles pour voir. Ouais, C'est quoi c'est quoi le raisonnement intellectuel qui t'amène à ça? Je suis très détaché de mon argent. 1200 euros, ça aurait pu être 12 000, c'était pareil, tu vois, au final j'aurais eu du ROI aussi. Le raisonnement, c'est déjà comment je découvre ça, c'est un petit peu sur les réseaux, sur LinkedIn, je vois quelqu'un qui vend des formations justement pour t'apprendre à faire de l'apport d'affaires. Je commence à me renseigner, qu'est-ce que c'est l'apport d'affaires, parce que pour moi c'était un truc, tu sais, de vieux mafieux autour de tables de poker qui se passe des business. Et en fait non, c'est un truc effectivement vieux comme le monde. Et si tu creuses un peu, je me rends compte que c'est exactement le business model des ESN, des agences, de tous les gens qui cherchent des candidats. C'est le truc assez basique. C'est de faire matcher un besoin avec une offre. Et tout simplement, ouais. Et toi, tu prends ta com au passage. C'est les marieuses de l'époque d'aujourd'hui, quoi. Honnêtement, je pense que c'est un des trucs les plus vieux du monde, ce genre de truc d'entremets. Mais ouais, donc je me rends compte du truc et je me dis, mais en fait, c'est tout con. Mais par contre, je sais pas comment faire. Je sais pas comment l'adapter, moi, à mon secteur et comment, moi, me faire passer pour une ESN. Parce que c'est un peu ça le deal. Je me dis, mais attends, moi, je suis juste Guillaume Lambert, un petit freelance qui fait du PHP, du Symfony dans son coin. Comment je peux faire ce truc? Et donc, là, je tombe quasiment quelques jours après dans la temporalité, encore une fois, est assez excellente. J'ai souvent du bol là-dessus. Je tombe sur un mec qui vend une formation. Ouais, effectivement, 1200 balles. Je me dis, let's go, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? À part 1200 euros, mais 1200 euros, qu'est-ce que ça représente? C'est 2 jours de boulot? Super. Bon, allez, 4 avec les impôts parce que on se fait un peu tacler. Ouais, pas vraiment. Si jamais tu déduis les frais, c'est 2 jours en fait. Oui, en soi, et en plus, je le passe en budget formation. Voilà. Donc en vrai, et puis c'est de l'argent qui est à ma société. Donc en fait, autant que je le dépense via la société pour faire des trucs intéressants et explorer. Donc je pense que la démarche, elle est là aussi, ouais. De dire, j'ai un business et je suis plus juste freelance, je suis pas auto-entrepreneur, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Donc je me dois de faire de la Ouais, donc là tu le vois comme un investissement, ça. Ouais, totalement. Ouais, et puis pertes et profits. Si ça marche pas, on ira dans les pertes. Sinon, l'avenir m'a donné raison. Mais ouais, effectivement. Et ce qui est marrant, c'est que je t'en parlais la dernière fois, mais ouais, ça a vraiment duré 12 minutes, parce que j'ai mis un chrono, faut le savoir, et chaque minute qui passait, je voyais les thunes partir, et je me dis, parce que les 6 premières minutes, c'était vraiment un truc un peu bullshit, où le mec essaie de, encore une fois, de te montrer que c'est facile, il te montre des stats, des trucs, et toi, t'es là, ouais, je fais 40K par mois avec ça, blablabla, donc il te met des étoiles dans les yeux pour te convaincre, technique commerciale assez basique. Mais mec, il t'a déjà vendu à ce moment-là, à quoi ça sert? Et en fait, moi, c'est ce que je lui dis, tu vois, au bout de 6 minutes, je lui dis, écoute, mec, on peut passer aux choses sérieuses parce que j'ai acheté la formation, je suis déjà convaincu et s'il fallait mettre 10 fois le prix, je le mettrais. Et là, le mec me regarde, ah ouais, ok, toi, t'es un bon, quoi. Et donc, il sait pas si, soit il a affaire à un gros pigeon, ce que j'aurais pu être, soit il a affaire à un mec qui a vraiment envie d'y aller, et voilà. Et au final, voilà, on est passé aux choses sérieuses, mais très rapide. C'est un truc hyper simple, l'apport d'affaires, en vrai. On pourrait s'en reparler. On va pas dévoiler les secrets, mais il y a des ficelles. Il y a des ficelles. Ouais. Et quand tu nous as raconté, j'ai trouvé ça tellement malin. Mais ouais, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la démarche, en fait. C'est la démarche de se lancer, d'oser, d'investir, cette prise de risque qui là, dans ce cas-là, a été super récompensée, quoi. Ouais, c'est pas toujours le cas. Parfois, tu tentes des trucs et tu te fais connaître. Et on le voit sur ta commu. Finalement, je pense que sur ta commu, tu as certainement cramé beaucoup plus d'énergie et de prise de risque, finalement, dans quelque chose qui, alors, si on regarde sur un plan financier, n'a pas abouti. C'est vrai que j'ai un peu tendance à garder ce côté financier comme étant un peu une boussole, en fait, à définir le succès ou pas d'une initiative. Totalement. Pourtant, dans la commune gratuite dans la commune que tu as évoquée, tu as bien vu qu'il y avait eu beaucoup d'impact. Moi, avec le podcast, je le vois, c'est gratuit, ça me rapporte rien ou pas grand-chose, le podcast en tant que tel. Ouais. Pourtant, ça a changé la vie de milliers de personnes. Ouais, totalement. Donc, il y a quand même des apports, et c'est pas parce que quelque chose n'a pas de sens économique que ça n'a pas lieu d'être. Oui. Mais, et en même temps, c'est ce qui permet que ça dure. Et donc, du coup, moi, je trouve ça super intéressant de voir que tu as fait cette prise de risque,
tu y es allé, tu t'es lancé, et puis là, ça a plutôt bien payé, quoi. Ouais, mais c'est un petit peu comme ça que je raisonne dans ma vie professionnelle. En tout cas, c'est vraiment de tester vite des choses. En venant du monde du développement et justement de l'agilité, de ces trucs-là, t'as ce principe de réduire ta boucle de feedback. Et c'est vraiment un truc que j'applique dans la vie de tous les jours à mon aventure entrepreneuriale. C'est tout de suite me confronter tout de suite aux choses pour avoir un retour tout de suite et vraiment, tu vois, être dans le côté immédiat, le côté très quotidien de ok, est-ce que ça marche? Oui, on continue, on itère. Ça marche pas, on change la strate, on essaie d'autres choses jusqu'à ce que ça marche, ou alors on abandonne comme avec la commu. Et je pense que c'est un truc qui me nourrit et qui me permet d'avoir cet état d'esprit en fait de tester des trucs, quitte à cramer des thunes, c'est pas très important, quoi. Alors les thunes, justement, il y a un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder plusieurs fois. Je ne sais pas à quel point, comme on rentre sur une sphère très perso, sans toi complètement libre de définir la limite où on en parle. Ouais. Et tu t'es rendu compte que parler d'argent avec ses proches, c'est pas facile. Non, totalement, ouais. Parce que l'ordre de grandeur, ton CA, surtout quand tu cumulais entre freelancing et plusieurs activités, ouais. ça tapait sur des chiffres qui étaient plutôt sympas. Ouais, l'année dernière, je devais être à peu près à 190 K de CA brut. Ouais, on est autour de 15 K par mois de CA. Ouais, c'est ça. Donc attention, auditeur, c'est pas 15 K dans sa poche, non. On est d'accord. Malheureusement. Mais ça fait beaucoup d'argent quand même, en fait. Ça fait beaucoup d'argent et... Je crois que c'était genre 10 fois ce que gagnait ta compagne, quoi. Ouais, même un peu plus en fait si tu ramènes au net, parce qu'elle était au SMIC après 10 ans d'études, et moi j'ai pas de diplôme, vraiment je sors un peu de nulle part, j'ai essayé d'apprendre le dev, etc. et j'ai eu beaucoup de chance, mais je viens à la base d'une famille très 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 modeste, et donc ces ordres de grandeur là, il n'y a rien qui m'a habitué à les voir en fait, et je m'en rends même pas compte aujourd'hui. Tous les jours je me réveille en me disant mais quelle vie de fou, quoi. Et c'est un pur plaisir, hein, mais je me dis qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi C'est pour ça, tu vois, claquer 1200 balles, ok, let's go, on y va. Mais c'est vrai qu'autour de moi, mes amis typiquement, mes amis, quand je leur parle de cette formation que j'ai payé 1200 balles, mec, t'es un pigeon, tu t'es fait avoir par un non-fumeur sur les réseaux et blablabla et blablabla. Au final, aujourd'hui, mes amis, ils voient mon compte en banque, ils me disent plus rien en fait. Et c'est vraiment le sujet, tu vois, c'est que t'es dans une posture... Du coup, c'est toi qui nous paye une bière. Ouais, clairement, souvent c'est un peu ça. Et en vrai, ça a changé pas mal de relations. J'ai des gens que j'ai perdus comme ça, ou que j'ai mis un peu à l'écart, parce que leur regard sur moi a changé en fonction de l'état de mon compte en banque. Et t'es plus juste. Ouais, vraiment, des gens qui se disaient, tiens, on ne voit plus aux soirées, machin, tu veux pas venir. Et en fait, tu te rends compte que t'es venu juste pour régler l'addition parce qu'on est dans un endroit de folie, et tu te dis, mais attends, là, moi, par contre, non, c'est pas possible. Je suis un pigeon, mais pas pour tout. Donc, ouais. Et ça me l'a fait aussi en famille, hein. Ça me l'a fait en famille, ça me l'a fait. Mon ex-compagne, du coup, elle comprenait pas ces ordres de grandeur-là. Elle comprenait pas la philosophie derrière avoir plus d'argent. Pour elle, ça se limitait à ça. C'était comment je fais plus d'argent, comment je deviens encore plus riche. Alors qu'en vrai, c'est pas ça qui m'anime. Moi, c'est le côté entreprendre, c'est le côté faire des choses. L'argent, c'est pas une finalité, tu vois. C'est une énergie que tu viens, qui te nourrit, qui permet de remplir ton frigo. On est d'accord qu'il faut en avoir un minimum, mais c'est pas ce qui m'anime le plus dans toute cette aventure. Il y avait même une injustice. Je trouvais ça assez fascinant par rapport à ta compagne si tu es à l'aise pour en parler. Ouais, bien sûr, tout à fait. Elle était dans la recherche, donc dans des trucs même qui avaient une certaine utilité vis-à-vis du monde. Ouais. Nettement plus utile parfois que certaines applications qu'on peut faire. Ouais, totalement. Et même moi, je trouve qu'il y a une forme d'injustice là-dedans. Mais de fou. Et pour autant, c'est comme ça, c'est pas nous qui faisons les règles du marché. Comment tu vivais ces choses-là? Comment ça venait impacter vos relations de couple? C'était difficile parce que typiquement, des exemples de la vie de tous les jours, moi quand je fais mes courses, j'ai le luxe aujourd'hui de pas regarder les prix de ce que j'achète. Mais vraiment, ça fait 5 ans, je sais pas combien je dépense en nourriture, en produits, etc. Quotidiennement. Un autre exemple tout bête, hein, mais c'est Noël, les anniversaires, personne sait quoi m'offrir. Et mon ex-compagne non plus savait jamais quoi m'offrir, parce que dès que j'ai besoin d'un truc, je réfléchis pas, je me l'achète. J'avais envie de faire du sport, je me suis fait une salle de sport à la maison. Ça m'a coûté 15 000 balles. J'ai une salle de sport chez moi. J'avais besoin de récupération après le sport. J'ai acheté un sauna et je l'ai monté chez moi. Ouais, mais, bon, j'avoue, la facture d'électricité, c'est un peu moins drôle, mais écoute, on assume. Jusqu'au bout. T'es un grand barjot, toi. Donc, tu vois, ça, quand t'as quelqu'un en face de toi, effectivement, qui est habitué au monde du salariat et du coup à avoir sa paye à la fin du mois qui est vraiment limitée, sachant qu'on parle de quelqu'un qui a fait 15 ans d'études pour en arriver là. Ouais, il y a de l'injustice et tu te dis, quand même, la France, c'est pas fou. Mais
On a pu partager sur des sujets. Et tu vois, il y avait la possibilité d'aller en Suisse. Un chercheur en Suisse, c'est 10 000 euros. C'est un autre ordre de grandeur tout de suite, et ils récompensent un peu plus leurs scientifiques. Mais voilà, quand je pense quand tu as cet état d'esprit d'être salarié et que tu t'es pas encore détaché de ce truc-là, de vraiment vivre pour toi, et en fait, c'est pas la boîte de ton père. Tu vois, moi, tout ce que j'ai fait en CDI, à chaque fois, je me disais, mais en fait, je m'en fous, c'est pas la boîte de mon père, c'est pas ma boîte, ça me rapporte rien. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin et de nourrir ma propre aventure, en fait, tout simplement. Je suis curieux dans tout ça, comment le cercle t'a aidé ou t'aide encore ou à amener des prises de conscience? Ah, le cercle, encore un investissement. En dehors de la sphère. Ah, la sphère, projet secret encore, cher auditeur, on te spoil tout de suite. Teasing. Exactement. Merci pour la pub. Le cercle, non, écoute, déjà, moi, je le vois d'une façon très mathématique, c'est que c'est un investissement que je fais depuis 3 ans maintenant, avec toi et Pierre. J'en suis très content, mais surtout, ma première aventure entrepreneuriale, c'était l'histoire de la PME à qui j'ai pris 30 000 euros en bossant 8 heures. En fait, tant que je suis pas dans le négatif, le cercle m'apporte de la valeur puisqu'il m'a rapporté 30 000 euros. C'est un raisonnement très bête et méchant, mais moi, il me va. Ouais, en fait, tu as déjà payé 10 ans d'abo au cercle. En fait, j'ai 10 ans de cercle, du coup, let's sur go, une initiative. sur un truc, tu vois, le premier truc que j'ai tenté, qui a marché, coup de bol et tout. Mais sinon, non, plus sérieusement, pour te répondre un peu plus en profondeur, ça m'apporte l'aspect aujourd'hui communautaire, de pouvoir échanger avec des membres du cercle avec qui on est devenu plus ou moins proches selon les affinités, de pouvoir suivre leurs aventures qui sont ultra inspirantes, leur partager mes aventures qui sont aussi peut-être inspirantes pour certains. Et ça, c'est un truc qui est, je trouve, un peu sous-coté. Tu vois, quand on arrive dans le cercle, c'est pas le premier truc que moi j'ai vu. J'ai vu d'abord les formations qui m'ont appris un peu les ficelles de comment tu peux te vendre, comment tu peux communiquer, comment tu vas faire des pubs sur Facebook, etc. Des trucs très techniques. Très opérationnels. Ouais. Très opérationnels, voilà. Mais la dynamique un peu plus méta du cercle, et c'est ça aujourd'hui la valeur que j'en tire, mais à 2000%, c'est le forum. Lire les témoignages des gens, leurs aventures, qu'est-ce qu'ils sont en train de tenter, leurs apprentissages, leurs échecs. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas partagé, mais j'ai un énorme post que je dois publier. Et puis voilà, me nourrir aussi du feedback des membres en fonction de ce que je fais. Là, typiquement, j'avais le podcast que j'ai arrêté il y a 6 ou 7 mois. Un podcast que je faisais pour essayer des choses. Et j'ai un membre du cercle qui me dit, mais mec, quand est-ce que tu relances le podcast ? C'est pas du niveau d'artisan développeur, mais on est quand même sur un truc où, tu vois, ça me donne aussi envie, le petit coup de pression sociale. Voilà, c'est un truc qui m'anime, voilà. Qui challenge. Je suis pas tout seul. Et puis encore une fois, autour de moi, j'ai aucun entrepreneur, en fait. J'ai pas de réseau, j'ai pas de gens qui savent à quel point c'est difficile, à quel point tu te mets dans une posture où tu te poses toujours des questions, t'es jamais serein, tu vois, hormis ton activité principale, t'es toujours en train de... qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et tu sais rien, en fait. C'est ça la magie du truc. Ouais, ces discussions, notamment autour de l'argent, autour du rythme de vie, autour de ces sujets-là essentiellement, c'est vrai que c'est très très dur à aborder si tu es pas avec des gens autour de toi qui sont dans une forme d'activité proche, en fait. Moi, j'ai mesuré le décalage avec le salariat. Alors, c'est pas du tout une question de bashing ou de trucs comme ça, c'est juste de dire on est dans des univers qui sont différents, c'est tout. Ouais. Et les problématiques sont pas les mêmes, et les questionnements sont pas les mêmes. Où on discutait salaire, on discutait revenus je discutais revenus avec des salariés, des gens qui étaient salariés, alors que je faisais le même poste qu'eux. Et dans leur cas, on parlait de salaire, de revenus nets mensuels, et dans mon cas, de chiffre d'affaires. Et du coup, il y a cette question que pose le mec, il me dit, mais du coup, ça fait combien dans ta poche ? Et là, il a fallu que j'ai pris conscience qu'il a fallu que j'explique qu'en fait, du revenu, du chiffre d'affaires, et entre le revenu et ce que je mets dans ma poche, il y a tout un chemin, en dehors des taxes et compagnie, mais il y a aussi une question de qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cet argent. Oui. Parce que je ne suis pas obligé de mettre 100% de ce que je gagne dans ma poche. Je peux avoir envie de l'investir, je peux avoir envie de prévoir l'avenir, de constituer un matelas de trésorerie. Et du coup, je n'ai pas été capable de lui répondre. Ma seule réponse a été, mais en fait, ça dépend, mec. Ouais. Et d'un coup, j'ai senti tout un pan de trucs où ça allait être... C'était pas dans son schéma de pensée, en fait. Ouais, t'as un monde qui s'écroule, quoi. Qui s'écroule, qui est différent, en fait, qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même. Ouais. Et c'est ça, moi, c'est un des trucs que j'adore dans le cercle, c'est que on peut parler d'argent, on peut parler de travailler moins, on peut parler de tous ces trucs-là de manière safe avec des gens qui comprennent de quoi on parle, quoi.
Ouais, c'est super agréable, justement, de... Bah, t'as cette bienveillance aussi, parce qu'on partage tous plus ou moins la même aventure. Elle est forcément différente et propre à chacun, mais t'as les mêmes thématiques qui reviennent. Et le fait de pouvoir en parler librement, ouais, c'est une force, en fait. Moi, ça m'a fait un bien fou de... Et je pense que j'aurais peut-être pu, tu vois, rencontrer des gens dans des réseaux, dans des meet-up et tout, mais pas aussi puissant que en tout cas, ce que je tire aujourd'hui de valeur du cercle. Ça, Trop c'est cool. une certitude. Bon, on va te faire passer un contrat pour un abo de 10 ans. La cooptation, on en parle aussi bientôt. Ok, à remettre au goût du jour. Un des points qu'on avait noté, c'était cette logique de d'oser. Tu en as beaucoup parlé dans l'épisode. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'adore avec les pépites que tu nous ramènes et que tu partages. Et tu es allé un cran plus loin en disant comment est-ce que j'en fais une discipline en fait. Ça, c'est un truc très profond, mais qui est même, en fait, vient articuler ma vie perso aussi. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Vraiment, je me pose cette question tous les matins. Pourquoi je me lèverais aujourd'hui? Tu vois, je suis dans mon lit, là, voilà, je prends 5 minutes pour moi, petite méditation, truc un Moi, peu... j'ai une réponse très claire, c'est il faut aller remplir le frigo, tu vois. Ouais, bah voilà, mais c'est une motivation. Mais je me dis, voilà, comment je peux faire pour que ma journée, elle soit rentable, mais pas d'un point de vue forcément financier, ça peut l'être, mais d'un point de vue même humain. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire kiffer, que je vais avoir le sentiment d'avoir vécu cette journée, quoi. Exactement, ouais. T'as ce truc-là. Tu fais vraiment ça tous les jours? Ouais, tous les jours, mec, tous les jours. Mais non. Tous les jours, je me pose deux questions. C'est cette première question. Et la deuxième, c'est comment je peux être moins con aujourd'hui. Et ça m'aide vraiment, parce qu'il y a des trucs où je me dis, mais il faut que t'arrêtes, mec, tu vois, acheter un sauna, c'est pas sérieux. Je suis locataire, tu te rends compte, faut que je démonte le truc et tout. Enfin bref, comment je pourrais ne pas acheter un sauna demain? C'est une question intéressante à se poser. Non, mais voilà, c'est les deux trucs qui me permettent, dès le début de la journée, d'avoir cette discipline. Tu vois, il y en a certains, c'est café club. Moi, c'est d'abord ces deux questions, et puis après café club. Et donc, comment tu en fais une discipline d'oser? Je pense que c'est pas inné, c'est vraiment effectivement un truc que tu dois travailler. Alors c'est peut-être inné chez certains, mais en tout cas moi la discipline c'est vraiment un truc, faut que je me botte le cul pour faire des trucs. Mais j'aime le challenge et le côté, j'en avais déjà plus ou moins parlé avec certains membres. Je fais pas mal de sport. On est à peu près à 18 heures par semaine de sport, ce qui est beaucoup trop, hein. Je suis fatigué 18 tout le heures, temps. mais ça fait genre 3 heures par jour, un truc comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais, à peu près. C'est ouf, tu fais quoi? Je fais tous les jours du sport, de l'escalade et un mélange de HIIT, de crossfit, muscu, voilà. Ouais, donc des trucs bien dynamiques, quoi. C'est Cardio, intense, quoi. ouais, très très intense. Et ça vient rythmer ma journée. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pour arriver à faire ça, j'ai vraiment mis à peu près 6 mois à acquérir cette discipline pour me dire tous les jours, il faut faire du sport, tous les jours, il faut dépenser des calories. Et je le fais pas pour que mes stats de l'Apple Watch elles soient contentes, hein, je le fais vraiment pour mon bien-être. Et ce truc-là est venu, sans que je m'en rende compte, alimenter ma discipline professionnelle en me disant, mais attends, si ça a marché pour le sport, ça peut marcher pour l'entrepreneuriat. Et donc j'ai vraiment ce truc de me dire, je prends du temps, je me fais des blockers en gros dans mon agenda régulièrement. Ça c'est un truc que le cercle m'a appris aussi. Me dégager du temps pour avoir l'espace nécessaire, mental et même physique, de tester des choses. Soit de faire de la recherche, lancer des messages, des campagnes de prospection, ou carrément prendre mon téléphone et essayer d'aller appeler des clients, d'essayer de relancer des vieux contacts. Tu vois, vraiment avoir cet espace. Tu te réserves dans ton agenda des temps d'oser, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et c'est un truc, je m'interdis d'y déroger. Il n'y a aucun moment où ce truc-là, je ne le fais pas. Je suis indiscipliné sur tout un tas d'autres choses dans ma vie, mais ce truc-là, c'est non négociable, en fait. Et c'est, je pense comme ça que ça m'a permis de poser cette discipline, c'est la notion de négocier avec soi-même. Quand est-ce que tu arrêtes de te mentir à toi-même? Quand est-ce que tu arrêtes de jouer le même film en boucle en te disant ouais, je ferai ça demain, non mais là, ça va pas marcher, je suis pas assez compétent, machin. Non mec, fais-le juste. Pose-toi, prends du temps et fais-le. Et genre, tu alloues combien de temps à ça, à ces créneaux d'oser? Le minimum, c'est 4 heures par semaine. Je me prévois des créneaux. Parfois, je me dis là, tu vois, en ce moment, je suis en train de bosser sur relancer mon tout premier business. Le truc des 30 000 euros pour 8 heures. Là, pour le coup, je me prends un lundi prochain, je me prends toute la journée. Je serai off, ce sera pas facturé. Si mon client nous écoute, qu'il soit rassuré. Je me suis bloqué la journée. C'est un truc, téléphone éteint, personne me dérange. Et il n'y a rien d'autre qui existe à part ce moment-là avec moi-même. Je pense que petit à petit, en fait, c'est... Ouais, la discipline, de toute façon, c'est un truc que tu nourris, que tu entretiens et tu vas acquérir des bases. En tout cas, c'est mon feeling avec ce truc-là. Ouais. Une fois que tu as une base assez solide, ça devient super facile que ce soit plus un effort, en fait. Moi, ça a été un vrai sujet, ça l'est toujours pour moi d'ailleurs.
cette notion de discipline, moi, je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup au plaisir. Ouais. C'est un vrai driver chez moi. Donc, ça suit aussi le mood. Et quand j'ai traversé des situations perso dures ces dernières années, le problème, c'est qu'il n'y avait plus d'envie. Ouais. Il n'y avait plus d'envie, plus de plaisir. Et à ce moment-là, il a fallu que je me tourne vers autre chose parce que je voyais bien que du coup, tout s'arrêtait. Et je me suis tourné vers ces logiques de rituel, de discipline. J'y ai trouvé des choses hyper intéressantes, mais alors j'avoue que je ne suis pas encore au niveau où je voudrais. Je suis encore très affecté par les aspects personnels ou les variations d'humeur. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. Je sais que ça, tu vois, par exemple, Artisan Développeur, le podcast, ça fait partie des moments de ma vie où j'ai réussi à m'astreindre à une discipline qui a eu des effets hyper puissants, quoi. Ouais, carrément, l'effet de levier du truc est monumental. C'est-à-dire que sur une journée, allouer 1 heure à un sujet, c'est pas grand-chose. Non. Mais quand tu le fais des dizaines, des centaines de fois, Exactement, ouais. là, tu commences à avoir tu crées ta petite boule de neige là qui t'embarque et qui embarque des choses toutes seules, quoi. Je te propose maintenant qu'on fasse un temps où on switch. Ouais. On inverse les rôles. C'est toi qui as le micro. Ça marche. Qu'est-ce que tu m'interviewes? De quoi tu as envie qu'on parle? Écoute, il y a un truc moi qui m'anime pas mal depuis quelques temps déjà, et depuis le début de cette aventure, c'est les valeurs. Il y a beaucoup de choses que je fais qui sont basées sur mes valeurs, encore un truc que je tire du cercle. Et la question que je voudrais te poser, Benoît, aujourd'hui, c'est en quoi tes valeurs ont alimenté ta vie professionnelle et en quoi ta vie professionnelle a alimenté tes valeurs? Alors ça, c'est une bonne question. En quoi mes valeurs ont alimenté ma vie professionnelle ou l'inverse? Je te dirais que le travail, la vie professionnelle m'a aidé à comprendre qui j'étais. Ok. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans le fait d'être freelance et entrepreneur où tu portes un business. Quand tu as des collaborateurs, c'est toi un petit peu qui donne le là, quoi, qui donne la direction, qui insuffle une culture aussi. Et donc, ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais. Et puis, comment mes valeurs ont influencé ça? Tout simplement, je pense que en essayant d'être aligné. C'est pas toujours évident. Il y a parfois des contraintes matérielles qui font que tu rognes un peu. Ouais, forcément. Ouais. Mais je sais qu'il y a des moments... j'ai 2 moments en tête où les valeurs, et si tu les respectes et que tu les écoutes, peuvent être des vrais remparts. Un premier moment où on s'engage sur un projet d'e-commerce, on essaye d'utiliser un framework qui est fait pour ça, normalement, et puis on se retrouve à tordre le truc dans tous les sens. Et c'était une initiative où on se disait, on va arrêter de faire du sur-mesure, pour une fois, on va partir sur un framework et voir si on arrive à développer une compétence sur ce framework de e-commerce. Ok, ouais. Et puis, on galère, je sens qu'on s'enfonce, et puis il y a un moment où je vois un de mes gars qui vraiment pilotait ça, et je sais qu'il est bon. On lui demande vraiment une modification qui me paraît mineure, et je vois qu'il commence à suer à grosses gouttes. Et là, je me dis... pas bon. Il y a un problème. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. On en parle, et là, on prend la décision de tout jeter, en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. On perd sur un projet qui devait... je sais pas, le chiffre, je me rappelle plus des montants, mais je crois que c'était genre 2 mois de travail qui étaient prévus. Ouais, on a déjà fait 1 mois de travail, on jette tout et on recommence. On sait qu'on va y laisser la chemise. On sait qu'on va y perdre des thunes. Mais à ce moment-là, je me souviens de me dire, ok, on a fait fausse route. Je vois mon collaborateur qui est en détresse. Stop, en fait, on assume. Ok, ouais. Faire face, assumer, je crois que je pense que, avoir le courage de le faire, je pense que c'est quelque chose qui me caractérise. Et on a super bien fait. Le client a été assez impressionné. On lui a expliqué, on lui a dit, écoute, voilà, ça fait des semaines qu'on investit sur une mauvaise direction. Toi, ça te coûtera rien. On prend pour nous. Par contre, ça va rajouter un peu de délai. Le client nous a dit, ah ouais, écoutez, on vous fait confiance. On est déjà impressionné que vous ayez le courage d'assumer ça. Et on y va. Et puis, un autre moment aussi dans ma vie professionnelle où je vois une collaboration avec un client qui devient de plus en plus toxique. Ok, ouais. Et on arrive à une négo qui devient assez brutale et avec un contexte de plus en plus toxique. Et là, à un moment donné,
il y a une limite qui est franchie et je dis stop. Et c'est pas facile de dire stop à ce moment-là parce que le client représente beaucoup, genre 40 ou 50% de notre chiffre d'affaires. À ce moment-là, on est 3 collaborateurs plus moi, 4 personnes à manger dessus, sur la boîte. Moi, j'ai la charge tous les mois de payer 3 salaires plus le mien. Ouais. Sachant que le mien, je peux le varier, mais pas celui de mes collabs. Ouais, ça c'est sûr. Et ouais, il y a un moment, ce truc de dire bah stop, en fait. Donc, tu vois, il y a des moments comme ça, un peu pivot, un peu charnière, où un autre client qui me dit on veut plus de monde, on veut plus de ressources, on a envie de bosser avec toi, recrute. Et moi, mon projet d'entreprise, c'était pas de faire une ESN à 50 bonhommes, c'était de rester dans quelque chose qui était maîtrisé, où il y avait une bonne ambiance, où on pouvait vraiment choisir autant que possible nos missions. Ouais. Et je lui dis non, en fait. Et le mec, il devient fou. Ouais, bah tu m'étonnes. Le mec, il dit, mais je te donne, prends mon argent. Je dis, ben non. Ok. Et voilà. Donc, tu vois, il y a des moments comme ça où j'en tire de la satisfaction personnelle, mais aucun orgueil, aucune prétention. C'est juste, voilà, dans ces moments-là, de savoir regarder les choses en face et d'être aligné. Ça fait un peu mal, mais derrière, les choses, elles sont tellement plus simples, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ouais, clairement, je te rejoins sur sur ta réponse, en fait. C'est les valeurs et la vie pro qui s'alimentent et vice-versa. Qu'est-ce qui fait que... Comment ça résonne avec toi, ces questions-là, ces questions sur les valeurs, c'est des questions que tu te poses en ce moment ? Non, pas du tout, mais c'est un truc que j'ignorais complètement et que j'ai appris un peu sur le tard dans cette aventure, de me rendre compte qu'en fait, c'est mes valeurs qui guident un petit peu mes envies. Au-delà du plaisir, au-delà de la satisfaction de l'argent, etc. C'est vraiment, comme tu disais, en fait, dire non à ton client, c'est super compliqué. Je pense que 90% des gens savent pas dire non, tu vois, à un client. Surtout, en fait, tu dis non à un montant d'argent qui peut être parfois colossal. Mais c'est important, en fait, parce que tu restes en accord avec ce que t'es profondément, un humain, avec des valeurs. Et donc, ce système de valeurs, ouais, c'est pas un truc qui me hante, mais c'est un truc qui m'alimente de plus en plus et qui me questionne sur où est-ce que je vais, qui suis-je, et en quoi justement ce système va me permettre de faire certaines choses et surtout de ne pas en faire d'autres. Ça me paraît, moi, d'autant plus essentiel quand on est freelance, en fait. Ok. Parce que tu incarnes ton business, en fait, littéralement. Ouais. Dans les boîtes, moi, je me souviens de boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, on placarde les valeurs sur les murs. Quand tu en arrives là, en général, c'est pas bon signe, quand tu as besoin de te les afficher. Mais quelque part, ces valeurs-là, elles sont pas forcément le reflet. Quand il y a une boîte de 1000 personnes, tu vas pas refléter les valeurs de 1000 personnes, en fait. Ouais, c'est désincarné totalement de... Alors, ça va être surtout porté par un leader, en fait, pour moi. Quand c'est bien fait, c'est porté par un leader. Et quand c'est pas bien fait, c'est juste des valeurs qui sont hors sol, qui sont pas incarnées, qui sont pas diffusées dans la culture de l'entreprise. Mais quelque part, quand tu arrives dans une boîte, tu adhères à une culture d'entreprise. Elle te précède. Et puis, si elle te précède pas parce que tu fais partie des premiers employés, elle est plutôt insufflée par le management. Ouais. Donc, tu n'as pas le contrôle sur ça. Tu peux venir la nourrir, tu peux venir l'influencer, mais quelque part, à toi de savoir si elle te convient ou pas. Ouais. Tandis que quand tu es freelance, que tu es à ton compte, que tu incarnes ton business, ces questions de valeur, elles sont pour moi juste essentielles. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que tu es unique aussi. Et quand tu arrives à aligner là où c'est fantastique, c'est quand tu arrives à aligner ton offre, c'est-à-dire ce que tu proposes, et tes valeurs, et avec la manière de les vivre et de faire ces choses-là. Et là, pour moi, c'est là que le freelancing prend tout son sens. Ouais, totalement. Mais je suis totalement en raccord avec ce que tu dis. Ouais. C'est un truc que j'ai compris il y a pas très longtemps, mais je pense qu'il est fondamental effectivement dans ce que tu proposes et dans la posture que tu vas avoir avec tes clients, tes prospects, enfin avec tous tes partenaires commerciaux en fait. Par contre, pour moi, c'est un chemin de vie aussi, c'est-à-dire d'arriver à les identifier, de mettre le doigt dessus, de le comprendre. Et c'est quelque chose qui fait un peu le sel de la vie aussi, je trouve. Ouais. C'est avec le temps, en fait, avec l'expérience, avec les rencontres, avec les expériences de vie, que tu vas arriver à les affiner, parfois à les questionner. Moi, je sais que, par exemple, il y avait une valeur argent qui était très importante dans ma vie, qui a complètement été balayée suite à des événements perso qui m'ont marqué. Où j'ai vraiment pris conscience émotionnellement que est-ce que c'est si important que ça, quoi, en fait, tu vois. Ouais. Parfois tu peux te détacher de certaines valeurs, effectivement. Ouais. Qui étaient plus des valeurs refuge pour moi, quoi. Ok. Merci pour ta réponse. Très très valorisant. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs ? Osez. Ne vous posez pas trop de questions, tentez des choses, dépensez plein d'argent.
surtout avec moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et m'offrir de l'argent pour que je vous dise des trucs. Ça marche, on mettra tous les liens qui vont bien. Exactement. Merci Guillaume. Merci Benoît. Quant à toi, cher auditeur, si tu as envie d'en savoir plus sur le cercle, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure avec Guillaume, tu viens sur lecercletech.com. À bientôt.